Merci, Monsieur le Président. Donc, dans cette présentation, nous allons voir les différentes utilisations du radar dans le domaine routier. Donc, c'est un thème qui est assez vaste, mais j'ai essayé de faire le tour des aspects les plus importants dans le temps qui m'est imparti, qui est de 15 minutes. L'objectif étant de faire connaître davantage ces techniques, qui est, à mon avis, sous-exploitée, connaître son potentiel et connaître ses limites. Donc, le plan sera comme suit. On va commencer par une présentation du radar où l'on va voir notamment le principe de son fonctionnement, les fréquences qui sont utilisées, ainsi que comment sont visualisées les données. On passera ensuite aux différentes utilisations pour la route, notamment la détection de la variation dans la structure et les zones homogènes, l'estimation des épaisseurs des couches de chaussée et la détection de singularités sous le sol. Ensuite, nous allons conclure la présentation. Donc, le radar est une technique non destructive qui est basée sur le principe de propagation et réflexion d'ondes électromagnétiques. En effet, l'antenne émettrice émet une impulsion vers le sol. À chaque changement de matériau, une partie de l'énergie de l'onde est réfléchie, alors que l'autre pénètre plus profondément. Donc, bien évidemment, la partie réfléchie est interceptée par l'antenne. Et on enregistre une impulsion. Donc chaque pic dans le signal correspond à une limite entre deux couches. La partie qui pénètre plus profondément, donc la profondeur de pénétration, elle dépend notamment de la fréquence de l'antenne. On a ici un exemple de signal pour une antenne aérienne. Il existe un autre type qui est les antennes de contact qui sont posées directement sur le sol. Donc on voit la réflexion de surface, le premier pic. Ensuite, on voit une deuxième réflexion qui est un écho d'interface entre deux couches. Tout ce qui est avant la première, c'est avant le sol, donc ça ne nous intéresse pas dans notre cas. Et elle est présente juste dans les antennes aériennes, puisqu'il y a ce gap entre le sol. Donc, pour les fréquences qui sont utilisées, une faible fréquence permet une pénétration sur une grande profondeur, mais avec une faible résolution. On trouve notamment des antennes qui peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres de profondeur qui sont utilisées dans le domaine de géologie et de géophysique. Alors, plus la fréquence augmente, plus la profondeur de pénétration diminue, mais avec une amélioration de la qualité du signal. Donc, on ne peut pas tout avoir en d'autres termes. Donc, il s'agit d'un compromis à chercher entre la profondeur de pénétration, d'une part, et d'autre part, la qualité du signal. Donc, c'est vraiment selon l'utilisation envisagée. Pour le cas de la chaussée, la fréquence courante est entre 1 GHz et 2 GHz pour une pénétration de 0,5 à 1 mètre qui concerne la structure de chaussée. Et au CNER, on dispose d'une antenne aérienne que vous pouvez voir sur la photo de fréquence 1 GHz. Donc pour le reste de la présentation, on va se concentrer notamment sur cette antenne, mais le principe est le même pour les autres types d'antennes. Juste parce que les cas sur lesquels j'ai travaillé concernent cette antenne. Pour la visualisation des données, donc en chaque point, en un point donné, l'antenne donne un signal tel qu'on a vu tout à l'heure. En déplaçant l'antenne, on peut voir de manière continue en chaque point le signal qui est enregistré donc, le long de notre section. En regroupant tous ces signaux-là, on a ce qu'on appelle un radargramme qui affiche les variations dans la courbe et les affiche en termes de couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, on peut voir une interface entre les couches. On peut voir d'ailleurs deux interfaces, ce qui nous emmène à la première application. En effet, puisqu'on peut visualiser les différentes couches, donc on peut utiliser le radar pour détecter la variation dans la structure. Ceci en regardant le nombre d'interfaces et leur position relative. Donc ici, on a un exemple de la section d'étalonnage du CNER qui est située sur la RP 4027, où l'on peut voir les différentes couches qu'on peut délimiter comme suit. À noter que généralement, dans la détermination des zones homogènes, c'est selon le cas, on détermine une longueur minimale pour ne pas avoir de petites zones homogènes. Lorsqu'on trouve une section différente sur une petite longueur, on parlera plutôt d'un point singulier au sein de la même zone plutôt que de diviser en trois zones. Ici, on a un cas de l'autoroute entre Rabat et Kénitra. On peut voir sur les signaux une zone sur environ 200 mètres qui est délimitée ici, où on a une variation de la structure. Heureusement, on dispose aussi des données de déflexion sur cette même section.
Donc, en comparant les résultats du GPR à la déflexion, on peut voir que sur la même section, on a une augmentation locale de la déflexion, sachant que visuellement, lorsqu'on est sur la section, on ne peut rien détecter avec l'œil. Donc, ici, le radar nous a permis de mettre en évidence une section particulière où on peut pousser l'investigation davantage pour voir s'il s'agit effectivement d'une structure différente ou bien peut-être d'un endommagement local de la structure. Donc, pour aller chercher les causes. Ensuite, on passera à un cas qui représente un pont dalle en béton armé. Donc, de part et d'autre, on peut voir les limites entre les interfaces des couches de chaussée. Et au niveau du pont dalle, on peut voir ces petites hyperboles qui sont la signature typique d'un réflecteur local. Ici, en l'occurrence, les armatures du pont. Comme application, on peut utiliser cette détection-là des variations de structure pour implanter la campagne géotechnique de dimensionnement de chaussée. En effet, traditionnellement, la campagne géotechnique est basée sur des sondages à pas constants, justement parce qu'on n'a pas cette information-là sur ce qui est sous le sol. Donc le géoradar pourra permettre de réduire justement ce manque d'informations et rendre la campagne géotechnique plus ciblée et plus efficace. Donc on découpera en zones homogènes et on déterminera le nombre de prélèvements par zone homogène, bien sûr selon l'importance du projet et peut-être d'autres paramètres présents. Alors, on peut utiliser le géoradar pour estimer les épaisseurs de couches de chaussée. En effet, le géoradar permet d'avoir le temps que met l'onde entre deux couches. Donc, pour avoir l'épaisseur, on a besoin de la vitesse de propagation de l'onde dans cette couche-là. Cette vitesse est donnée par la formule suivante, V est égal à C sur racine carrée de epsilon r, C étant la vitesse de la lumière. Epsilon r, c'est un paramètre qui dépend du matériau. Alors, par exemple, pour l'air, epsilon r est égal à 1, donc les ondes se propagent à l'air à la vitesse de la lumière. Pour l'eau, on a une valeur d'environ 80. Donc, l'eau, en d'autres termes, l'eau, il ralentit les signaux du géoradar, alors que l'air fait l'inverse. On a un tableau des valeurs types de epsilon r pour les matériaux routiers courants. Donc, comme vous pouvez remarquer, il y a quand même une variation assez grande par matériau et surtout en présence de l'eau. Lorsqu'on a de l'eau, les ondes sont très ralenties. Donc, on reviendra sur ça plus tard. Alors, la question qui s'impose ici, c'est, vu qu'on a un moyen d'estimer les épaisseurs de couches de chaussée, est-ce qu'on peut remplacer le carottage? Pour cela, faisons une petite comparaison. Donc, au niveau de la précision, comme on a vu, le epsilon r, il varie à une fourchette de variation assez grande. Donc, le géoradar manque quand même de précision. À lui tout seul, il manque quand même de précision, alors que le carottage, on vient mesurer directement sur les carottes. Le géoradar permet d'avoir des données en continu, alors que le carottage, on n'a pas d'information entre deux carottes successives. Le géoradar peut s'insérer dans le trafic et effectuer ses mesures facilement, alors que pour extraire une carotte, on a besoin de couper la circulation. Bien évidemment, le géoradar a un grand rendement par rapport au carottage et c'est un essai non destructif, au contraire du carottage. Tous ces points-là font quand même que le carottage a un coût élevé par rapport aux mesures au géoradar. Alors, en analysant ce tableau-là, on peut sortir avec une conclusion, c'est qu'il ne s'agit pas ici de déterminer quelle est la meilleure méthode et l'utiliser, mais il faut chercher à exploiter au maximum la complémentarité entre deux approches. D'une part, on a les carottages où on gagne en précision, et d'autre part, le radar où on gagne en exhaustivité de données. En couplant les deux, on peut avoir une vision claire de toute notre section. Claire et précise, bien sûr. Donc, comme application, on peut utiliser cette estimation-là pour le contrôle de travaux routiers, moyennant un calibrage avec les carottes. Donc, idéalement, on implante les carottes grâce au géoradar, donc on fait passer le géoradar et on implante après les carottes, mais lorsque les carottes sont déjà extraites, on peut faire passer le géoradar et à l'aide des mesures, bien sûr, directement sur les carottes, on peut estimer par calcul inverse le fameux epsilon r qu'on a vu tout à l'heure, qui est la permittivité diélectrique, et ainsi déterminer les épaisseurs sur toute notre section. Passons à la troisième utilisation, qui est la détection de singularités sous le sol. Donc le GPR permet de détecter les singularités présentes sous le sol, notamment la présence de cavités
Pour notre antenne, par exemple, c'est une antenne de chaussée, donc cette application-là n'est pas vraiment exploitée, sauf peut-être pour les chaussées en béton dont nous ne disposons pas au Maroc. Mais il existe, je pense à LP2E, il existe une antenne qui permet justement d'atteindre, je pense, une dizaine de mètres, qui permet de détecter les cavités qui sont sous le sol. Une autre application, c'est qu'on peut détecter la présence de zones humides. On va voir un cas juste après. On peut détecter les goujons et les barres d'ancrage pour le cas de chaussée en béton. Et on peut localiser les réseaux sur la chaussée, des conduites ou des câbles par exemple. Toutefois, il faut utiliser la fréquence adaptée. Tout à l'heure, on a parlé de la relation entre la profondeur et la fréquence. Ici, la qualité dont on a parlé tout à l'heure, il concerne notamment la détection de petits objets. Une antenne qui peut atteindre une grande profondeur ne va pas détecter de petits objets. Donc, selon ce qu'on cherche, il y a un choix à faire sur la fréquence et il y a une méthode à suivre qu'on n'a pas présentée ici justement parce que nous disposons au CNER d'une seule antenne, donc il n'y a pas vraiment de choix à faire. Mais si on dispose de plusieurs fréquences, il y a une méthodologie à suivre pour déterminer laquelle sera la meilleure pour l'application. Prenons un cas ici de détection de zones humides. Donc, comme on a vu, la présence de l'eau dans les matériaux ralentit le déplacement des ondes. Prenons un cas d'une chaussée uniforme et homogène. Donc, on voit ici les couches, mais avec présence d'une zone humide au milieu. Alors, le signal radar aura l'allure suivante. Donc, à rappeler ici que l'axe vertical sur le signal radar, ce n'est pas un axe de distance, c'est un axe de temps. Il calcule le temps que met l'onde pour traverser la couche et pour revenir. Donc c'est un axe de distance et non pas de temps. On voit ici comme s'il s'agissait d'une déformation, alors que dans la réalité, il n'y a aucune déformation. Donc la conclusion ici, c'est qu'il ne faut pas lire les formes et les déformations présentes dans notre signal comme des déformations physiques, puisqu'elles ne le sont pas forcément. Ici, l'interprétation ici, c'est que l'onde, justement l'onde dans la zone humide, elle met plus de temps à traverser la couche et à revenir, ce qui fait qu'on regarde quand même cette déformation, entre parenthèses. Donc, comme conclusion, le GPR est un outil très important dans le domaine routier et peut avoir plusieurs applications vu les nombreux avantages qu'il procure. C'est un essai non destructif. Il permet la rapidité dans l'exécution des mesures. C'est un appareil à grand rendement. Il permet l'exhaustivité des données, c'est-à-dire qu'on a des données en continu, et la possibilité d'effectuer les mesures sur le trafic. Et tout ceci fait que le géoradar est un moyen d'investigation à faible coût. Néanmoins, pour certaines applications où l'on a besoin de précision, il faut le coupler avec le carottage. Et merci pour votre attention.